faire une petite restitution de la journée d'hier, mais avant de procéder, nous voudrions présenter l'équipe de l'ANAPAC qui est ici à Bukavu. Oui, merci. Bon, je m'excuse pour vous interrompre. Avant de continuer, il y a un point d'hier qui vous a été reporté pour nous. Ah oui, certainement. L'apport de la foresterie. Oui, certainement. L'apport de la foresterie communautaire. Merci beaucoup. Nous allons d'ailleurs commencer par là et poursuivre juste après la restitution. Nous avons deux approches pour y aller. Les collègues ont pensé que les participants peuvent donner des contributions parce que ça, c'est la foresterie communautaire, ce n'est pas un objet qu'on met dans sa poche, mais c'est tout le monde c'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tous. Donc, c'est dans notre entité, nous en sommes au courant et nous comprenons comment les choses évoluent là-bas. Nous pouvons un peu échanger sur ces points, mais les points focaux de la foresterie communautaire au niveau de la province et la personne qui est ou son représentant, que la personne qui va nous faciliter cet échange là-bas. Il va nous faciliter à mener cet échange afin de comprendre un peu l'apport de la foresterie communautaire dans la conservation de la biodiversité au niveau de notre province. Et puis, il y aura une présentation sur les directives pour l'élaboration du 7e rapport pays de la République démocratique du Congo sur la diversité biologique et les démarches pour son actualisation. Ce sera par les experts du ministère, notamment le chef des divisions. Après cette étape, nous allons suivre des questions et réponses concernant cela. Et enfin, il y aura pour le programme ici, pour les différents points, un moment d'échange sur la participation des peuples autochtones, communautés locales, dans l'atteinte de l'objectif 30 par 30, autres mesures efficaces de conservation par zone, ANCR et autres, notamment les APAC, et sous la facilitation du chef de division ici et de Maître Willy Loua de l'ONG APEM. Il y aura des échanges sur l'équipe concernant les COSPAC, qui est le cadre d'organisation, cadre de consultation des organisations de la société civile pour la biodiversité, avec l'équipe de l'ANAPAC, qui est ici à Bukavu. Et il y aura l'officion des clôtures et annonce des prochaines étapes par les autorités avec qui nous sommes dans ces assises et les représentants du directeur exécutif de l'ANAPAC qui vont nous aider à finaliser ces points. Ce sera alors la fin de notre atelier et nous souhaiterions peut-être finir avant si on sera ici. Nous voudrions prendre connaissance de vous. Hier, on n'a pas pu faire ça, excusez. Bonjour à tout le monde. Je suis Thierry Birunamwenge. Je suis jeune autochtone pygmée. Je suis le chef d'antenne de l'ANAPAC Sud-Kivu. Merci. Bonjour à tous. Je suis Maître Justin Safari. Je suis d'abord assistant technique à la direction provinciale du BIDEC Kivu, ici au Sud Kivu. Je suis facilitateur communautaire de l'ANAPAC antenne du Sud Kivu. Merci beaucoup. Il y a un autre membre de cette équipe qui va se présenter après, mais sur place ici, voilà les facilitateurs de l'organisation ANAPAC. Le bureau se trouve à quelques mètres d'ici, moins de 5 minutes à gauche ici. La journée d'hier, nous l'avons souligné hier, il s'agit
un échange. Donc, je ne suis pas là pour vous apprendre seulement, mais on est là pour échanger. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà des connaissances sur la convention, sur la CDB. Donc, au moment de l'échange, chacun pourrait également passer un mot par rapport à ça. Des systèmes efficaces, équitables, effectivement représentatifs et bien connectés, d'air protégé et autres mesures de conservation par zone. Donc, nous ne pouvons pas atteindre les 30% sans les AMC. Donc, c'est très important de noter cela. Maintenant, définissons les AMC. Nous connaissons tous que le concept air protégé a été déjà défini depuis très longtemps. La Convention l'a défini, les lois du pays la définissent aussi. En fait, il y a par exemple la loi sur la conservation de la nature, la loi portant principes fondamentaux de l'environnement, mais les AMEC ont été définis à l'occasion de la COP 14. Je crois, ça a été dit ici. Et grâce à un plaidoyer des organisations de défense des droits des peuples autochtones qui ont voulu faire la promotion des initiatives des communautés locales et des peuples autochtones. La conservation qui s'est faite à ce niveau-là. Et la décision qui définit les AMC, c'est la décision 14/8. Et elle est définie comme étant une zone géographiquement définie, autre qu'une zone protégée, qui est gouvernée et gérée de manière à obtenir les résultats, s'il vous plaît, les résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la biodiversité avec les fonctions et services associés. Et voilà, c'est ça la définition que la décision 14/8 donne à l'AMC. Maintenant, nous allons analyser les éléments de cette définition. Voilà, lorsqu'on dit que c'est une autre mesure efficace, ça nous renvoie à... Ça indique que ces mesures-là ne se retrouvent pas dans les aires protégées. Donc, autre renvoi à tout ce qui se fait en dehors des aires protégées. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Efficace et par zone. Ça veut dire que ça doit se faire dans un espace bien cartographié, bien délimité. Donc, il faut que cela soit fait de cette façon-là. Et donc, de manière simpliste, nous pouvons dire que les AMC, c'est un espace géographiquement défini et la conservation se fait de facto. Ce n'est pas ce qui est reconnu par nos législations actuelles. Maintenant, quelle est la différence entre les AMC et les aires protégées? La différence se situe au niveau d'abord de l'objectif. Les aires protégées ont pour objectif principal la conservation de la nature. Donc la conservation de la biodiversité est l'objectif principal des aires protégées. Mais dans les AMC, nous avons trois types d'AMC. C'est-à-dire des sites où on vise la conservation de manière principale, des sites où on ne vise pas principalement
la conservation, mais on est dans une situation où l'exécution du projet vous amène à la conservation. Je prends un exemple d'une concession d'exploitation de bois d'œuvre. Vous savez, tout ça, dans leur contrat, il est prévu qu'ils doivent plutôt extraire le bois. C'est leur activité principale. Mais si vous voyez dans leur plan de gestion, il est prévu une série de conservations. Un espace où il ne peut pas toucher. Vous comprenez? Et donc, du coup, cet espace-là peut être considéré comme étant inanimé. Et donc, même les exploitants industriels de bois peuvent contribuer aussi. Mais ce n'est pas ce qui est reconnu. C'est une forêt de production permanente, ce n'est pas une aire protégée. C'est en dehors des aires protégées. L'objectif peut être aussi complémentaire. Tout dépend de ce que nous voulons faire. Il peut être primaire, par exemple, si nous allons faire la conservation de manière principale. Nous prenons le cas des concessions de conservation qui séquestrent, par exemple, les carbone. Ils conservent les espaces. Pour eux, ils visent d'abord la conservation. Et là, c'est en dehors des aires protégées. Ça peut être considéré comme une AMC. Une concession forestière de communautés locales peut être aussi considérée comme une AMC de manière principale ou secondaire. Par exemple, une concession qui vise l'exploitation de bois, je crois que Papa Flori l'a évoqué hier, dans les guides opérationnels d'élaboration du plan simple de gestion, il est dit que vous devez conserver une partie de votre concession. Vos communautés devez le faire. Même si vous allez pour la conservation, pour l'exploitation, vous devez garder un espace. Et tout ça, ça peut servir à conserver et puis être reconnu comme une activité. Concernant la définition des concepts. Et là, je crois que nous allons partager la présentation pour pousser davantage. Lire afin que la compréhension soit facile. Vous n'avez pas récolté les adresses, mais Nous avons déjà un groupe WhatsApp. Nous vous demandons, c'est l'occasion aussi, merci M. le coordinateur, de nous envoyer vos adresses de telle sorte que tout ce que nous avons comme présentation ici soit partagé. Voilà. Alors, nous reportons. Dire à l'absence de son Excellence, le commissaire général, qui aurait représenté son Excellence le gouverneur hier. Hier, nous avions été avec lui ici. Malheureusement, il n'est plus là. Voire même la conseillère de son Excellence ministre de l'Agriculture. Elle n'est pas aussi présente, mais elle devrait aussi être là, d'après ma préoccupation. Juste ma préoccupation vise à avoir un tout petit peu l'éclaircissement sur la préoccupation de mon ami, de l'ONG qui aurait intervenu là-bas, sur la préoccupation qu'il raconte au niveau des terrains. Il a dit, au niveau des terrains, il y a le langage employé par les coutumiers, et donc il n'a pas reçu vraiment une réponse consistante, d'après moi. Moi, je suis du ministère de l'Intérieur, mais sa préoccupation a beaucoup plus visé soit le ministère de l'Environnement, soit l'aménagement du territoire. Pour dire quoi? Le Messie a commencé par dire, les villageois disent là-bas, non, si tous les thèmes français, je ne sais pas si vous avez compris cela. Évitez beaucoup de Français. Nous voulons la dividende directe. C'est ce qu'il a dit. Les Français là, c'est-à-dire quoi? Vous devez savoir, dans nos forêts ou dans nos milieux ruraux là-bas, nous avons les gardiens des siècles et des siècles qui sont là, en train de garder les forêts. Ce sont là les gens que nous appelons les chefs coutumiers. Ils ont des chefferies, ils ont des groupements, ils ont des villages là-bas. Des milliers et des milliers. Pendant beaucoup d'années.
Mais malheureusement, il arrive les gens avec un lot français. Non, moi, j'ai déjà des titres milieux. Soit j'ai un titre cadastral ici. Et toute cette forêt ici, toute l'étendue m'appartient par exemple, selon les documents que j'ai. Mais moi, comme quelqu'un de la sécurité, je voulais savoir, selon les formateurs et partenaires que nous avons ici, la façon dont on peut réparer la psychologie de ces coutumiers-là qui auraient gardé cette forêt pendant des années et qu'il arrive quelqu'un qui s'est dit avec un nom français, je suis possesseur de cette entité ou de cette forêt parce que j'ai des documents. Comment est-ce que vous faites pour réparer la psychologie de cette famille ou de ces villageois qui réclament leur dividende direct? Leur dividende, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent avoir par rapport à l'opération qui peut s'effectuer dans leur milieu. C'est ça la réponse aussi que je voudrais avoir. Parce que nous, pouvoir l'intérieur, nous gérons les problèmes. Après que les gens de l'environnement aient déjà eu quelque chose sur l'octroi de leur titre, mais dès que les villageois se fâchent là-bas, on dit le ministre de l'Intérieur ne fait presque rien. Parce qu'il y a autant de groupes d'armées dans la brousse. Mais nous voulons savoir l'origine de ces groupes-là, l'origine des mécontentements de nos coutumiers là-bas. Comment est-ce que vous les réparez avant que le pire ne s'affiche? Quelqu'un l'a dit hier que c'était le monsieur là. Il a employé le mot pire. Pour dire, vaut mieux prévenir que faire quoi? Que guérir. Chers formateurs, qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous faites pour réparer la psychologie de nos coutumiers qui sont dans cette situation? D'éviter un long français beaucoup plus. Voilà ma préoccupation. Pour intervenir par rapport à collègue Elkouab. J'ai une demande, il y a étudiant moyen congolais en analyse de formation qui est mon foresterie, Nigarso Boutembo. Il sollicite un fonds du Yaneli Afanye ACNP. ACNP, comme vie de commerce, c'est non préjudiciable. Dû à exportation, il y a ma plante et il est totalement protégée, il y a CITES. Le monsieur est financé aujourd'hui par un commerçant de Boutembo. Pour le commerçant, Kazian il peut exporter, il est prémisse africana. Il est Banaïta Mumba, Mangozi Yake. Il est financé par cet opérateur économique-là, tu as fait la CNP de façon qu'il ne va pas de quotas. Kogan, il y a gestion en CITES, il ne va pas de quotas pour exporter les prémices africaines à Yabo, Boulaye, de activité. Voilà les initiatives pareilles. Mais Haïko Chinois a financé. Haïko Libanais a financé. C'est un opérateur économique contenant l'activité. Il favorise maintenant aux autres exportateurs. Il y a eu les prémices africaines. Du quota, c'est si on dit par exemple 20 000 kilos. Il a 20 000 kilos, lui, il va exporter les 20 000 kilos. Ce sont ses amis aussi exportateurs. Même Babouka, il faut profiter quoi? Payer ma exportation prémices africaine. Mais c'est lui qui a mené ces études-là. C'est un étudiant congolais. C'est lui qui a financé, c'est un opérateur économique congolais. Mais ça fait bénéficier aux autres exportateurs qui ne seront même pas du Nord Kivu seulement. Même les prémices africaines se trouvent aussi dans la province orientale, Moutchop. Et aussi, ils vont bénéficier de ça. Voici les initiatives. Je vous remercie. Bien expliquer les choses. Maintenant, j'ai retenu, je voudrais faire un commentaire en termes de l'implication au niveau national, mais aussi du financement durable. Et là, on insiste bien sur cet aspect-là. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que pays pour décliner de manière concrète et opérationnelle, tenant compte de nos mentalités de financement, tenant compte de nos difficultés au niveau du pays pour voir comment nous matérialisons, si vous voulez, cette réalité de financement durable au niveau pays. Parce qu'il faut se dire que ce sont des programmes multi-pays. Il a cité les pays qui ont adopté qui ont ratifié la convention. Donc c'est plusieurs pays impliqués
Et chaque pays essaye de se mettre en valeur, en exergue, pour participer et essayer de matérialiser la convention au niveau du pays. Je voudrais ici citer le professeur Kibambe qui, au cours d'un grand forum, a essayé de faire un diagnostic de financement au niveau international parce que il a fait l'image de l'entonnoir. C'est-à-dire que les gros des financements, même si on vous promet que vous aurez des milliards, ça reste quelque part à un certain niveau. Et ce qui arrive sur le terrain, c'est vraiment des miettes. Vous voyez l'entonnoir, non? Hein? Donc ça reste à un certain niveau et sur le terrain, c'est des miettes. Deuxième chose, c'est que il faut qu'on arrive à un financement par palier d'intervention. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Hein? Au niveau des terrains, au niveau des villages, on n'a pas besoin de millions. Mais on voudrait quand même intervenir par rapport aux besoins spécifiques de ces villages-là. Mais vous remarquerez que cette réalité d'intervention par palier, au niveau national, provincial, local, et même en termes de besoins, n'est pas équilibrée. Et là, ça pose problème. Voilà pourquoi dans la plupart de ces cadres ou au niveau de réflexion stratégique, on insiste pour que nous puissions avoir ces financements qui soient durables et tiennent compte de chaque niveau, pour qu'à chaque niveau, on ait les moyens pour essayer d'intervenir. Mais aussi, il a bien terminé, il a parlé de la volonté politique. Et quand j'ai compris aussi un peu la question de l'intervention de l'État de cabinet, c'est de notre responsabilité aussi pour une réflexion stratégique pour qu'on arrive à une véritable volonté politique. Quand nous disons volonté politique, par quoi nous voulons matérialiser ça concrètement? Et comment nous partageons cette réalité au niveau de toutes les provinces pour que nous puissions parler le même langage lorsque nous parlons de volonté politique? Est-ce qu'il faut mettre des cadres ou il faut travailler les cadres, les autorités et tout ça pour que nous puissions penser on ayant quand même une boussole par rapport aux priorités qui sont les autres? Quand on a lancé la RDC Pays Solutions, j'ai dit quand même que partout, quand nous allons, nous nous référons quand même à ça, même si c'est devenu un peu notre boussole, il faut travailler davantage pour que nous puissions vendre notre pays par rapport à ça. Mais je vais quand même poser la question poser un peu la question sur le rôle des directeurs, comment on les appelle? Sur le plan administratif, au niveau des provinces. Directeur provincial, ça existe encore? C'est un document des Nations Unies, il est très capital. Il a révolté. Qu'est-ce que les gens font? Comme il a dit, les Chinois, ils prient Dieu pour qu'ils puissent entrer au Congo. Tandis que nous, on prie Dieu pour aller chez eux. Donc c'est paradoxal. Quand un Chinois arrive, il analyse les opportunités, il se retrouve. Tandis que chez nous, on a Chinois, pour que vous voyez, ça n'a rien produit. Ce document ici, c'est révoltant. Comment concilier les droits des peuples autochtones et le monde des affaires? Qu'est-ce que les gens tirent? Il vient en kilote, mais il rentre avec des millions d'argent. Donc c'est très important, si vous pouvez l'exploiter, le document est dans les groupes. Et aussi, je recommande aux gens qui ont la forêt, donc au gouvernement, ainsi que les associations, d'exploiter ces documents, même les vulgariser et créer soit des ateliers pour vulgariser ça au sein des communautés et au sein des organisations. C'est très capital vraiment. Ils tirent des millions de là, non? Et pourquoi nous ne pouvons pas commencer à réfléchir avec les communautés pour dire mali yenye wengine viko nakuwa nayo ba millionnaire ni mali yenye kunatoka kwetu? Et c'est question seulement de s'organiser et de dire comment désormais nous pouvons commencer à mettre en valeur nos ressources kusudi tu profiter sisi wenyewe. Mais malheureusement, lorsque nous les élites, nous prenons des initiatives ni kusudi tufyonze tena wakaaji. Et ça c'est malheureux.
maendeleo, on n'a jamais développé un peuple. Un peuple se développe. Et nous avons tout. Miti natokaka kwetu inaenda kuwa mamilion Ulaya. Et ça vient de nos forêts. Bon, voilà ce que je voulais dire. Accent. La meilleure façon de répondre à ce genre de questions, c'est d'interroger le terrain. Vous voyez? Je crois que c'est ce que c'est dit. Chaque domaine, chaque secteur est régi par, surtout la spécificité de la RDC ici, la forêt avec le code forestier, les mines avec le code minier, et ainsi de suite, code agricole et tout ça. Ça dépend maintenant de quel opérateur vient pour travailler avec cette communauté-là. Je suis content que vous ayez soulevé le mot psychologie, parce que parfois ça n'a rien à voir avec ce qui est prévu par la loi. Mais c'est les humeurs et la psychologie, parfois. Et vous avez pour le code forestier, nous avons la clause sociale qui existe par exemple pour les exploitants industriels. Et on sait qu'est-ce qu'on doit donner à la communauté, qui a droit, qui doit négocier quoi. Mais malgré ça, s'il était prévu de construire une école, une société peut se battre pour construire cette école-là. Mais ça ne suffit pas, parce que l'école c'est pour tout le monde. Vous voyez? Quelqu'un peut vouloir que ça soit plutôt lui, comme individu, bénéficier de quelque chose. Mais le code forestier ne dit pas qu'il faut donner aux individus. Vous voyez? Ça, c'est une difficulté. Et c'est là où la psychologie, je suis vraiment content, où les humeurs, les comportements et tout ça apparaissent, soit pour contredire, soit pour attaquer les concessionnaires, et ainsi de suite. Ou les questions liées au non-respect des droits humains, et ainsi de suite. Vous prenez le code minier, c'est pareil. Il y a les cahiers de charges, mais là, on apprend quand même qu'il y a beaucoup d'argent. Quand je suis le rapport de l'ITA, il y a vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, c'est la question comment on a fait ça, comment on répartit, quelles sont les infrastructures, comment on les planifie, etc. Mais là encore, c'est communautaire. Vous voyez? Quelqu'un peut voir qu'il y en a construit un hôpital ici, mais ça ne suffit pas. Vous voyez? Et c'est là que la psychologie intervient. Mais sinon, nos lois essayent de prendre en compte ces dividendes qui doivent revenir aux communautés locales, mais c'est toujours un peu communautaire. Vous voyez? Alors maintenant, il faut. J'ai vu par la pratique aussi, certains concessionnaires, par exemple, dans le domaine des forestiers, on a beaucoup travaillé sur le plan social, transcendent ça. Pour rencontrer la psychologie, il peut mettre à l'aise les chefs coutumiers pour créer la paix sociale, pour éviter des problèmes, même s'il n'est pas prévu qu'il faut acheter des motos aux chefs coutumiers comme individu, il est fait pour qu'ils travaillent calmement, ainsi de suite. Ils sont passés un peu des règles strictes prévues par la loi pour qu'ils puissent travailler. Et ceux qui ne sont pas très satisfaits, ils peuvent mettre les barricades au cours de route parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre que l'école. Pour eux, l'école ne suffit pas. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut voir, travailler davantage, expliquer aux communautés. C'est pourquoi nous voyons que la pauvreté augmente, que ce soit, même si on peut dire, prenons l'exemple des aires protégées, qu'il y a des restos, on peut restituer autant aux communautés, mais c'est à la communauté. Maintenant, les individus comme ménage, l'entité ménage, entité économique ménage, il y a des problèmes. On voit la pauvreté, mais on se dit, mais est-ce qu'il faut distribuer l'argent à chaque famille, à chaque individu? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut. Mais c'est notre responsabilité de bien expliquer. Hein, aussi, où commence la loi, où ça s'arrête. S'il y a des gaps, comment ensemble on peut trouver des solutions pour les gaps qui ne sont pas prévus par la loi? Parce que l'opérateur économique, pour se protéger, il se couvre derrière la loi. Vous voyez? Et pour la question des Chinois, on a parlé des questions des Chinois ici. Il y a un professeur camerounais qui a démontré que malgré les critiques qu'on fait aux Chinois, c'est aussi notre responsabilité. Et nous, on a eu une grande rencontre avec les Chinois et les investisseurs. On s'est plaint comme ça aussi. Et un Chinois nous pose la question. Ce que vous décrivez là, ils le font où? En RDC. Chez vous, dans votre pays? Oui. Mais si quelqu'un arrive chez vous, il ne respecte pas la loi, on fait quoi de ça? Ça, c'est les Chinois qui nous ont dit. Pareil, si vous venez en Chine, vous ne respectez pas la loi, on fait quoi de vous?
Donc, arrêtez de vous plaindre et de faire des choses. Un Chinois peut venir là, il fait les choses de lui-même. Alors, s'il continue à le faire et qu'il n'y a pas de sanctions, la loi est là, à qui la faute? Est-ce que c'est les Chinois ou même chez nous, nous faisons respecter la loi? Donc, il y a toutes ces considérations-là qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure trouver des solutions pour ça. Merci, Président. Bon, est-ce que... C'est ma contribution. Je pense qu'il y a des non-dits dans cette question-là. Parce que par moment, lorsqu'on réclame son dû, on doit être capable de le préciser. Très souvent, quand on dit on ne nous donne rien, probablement, les gens s'attendent à ce que quelqu'un vienne là-bas avec une valise de dollars et alignez-vous, on commence à distribuer les dollars. Bon, voilà pourquoi il faudrait quand même qu'on ait un même entendement de ce que ces genres de programmes peuvent apporter. Est-ce qu'on s'entend à ce que le programme distribue l'argent où il y a des projets qui sont définis et en accompagnement à toutes ces initiatives-là? C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais qu'on soit beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'on réclame au juste parce qu'on entend, on ne nous donne rien. Qu'on le définisse, on dise nous voulons ceci en langage clair. Voilà. Je pense avant de faire retourner le micro, je vais un peu ajouter ce qui sent. Je sais qu'au niveau des villages, à chaque projet, il y a ce qu'on appelle cahier des charges. Et chaque communauté dans son entité a un cahier des charges qu'il remet à l'organisation qui veut exploiter son entité. Je voudrais maintenant savoir à ceux qui reçoivent ces cahiers-là des charges en provenance de nos coutumiers, qu'est-ce que vous leur faites pour satisfaire leur psychologie afin d'éviter les mécontentements affichés par nos coutumiers. La façon dont vous gérez leur psychologie, c'est que nous voulons savoir au niveau de l'intérieur comme gestionnaire de sécurité. Parce que nous voulons éviter beaucoup plus le pire. Stratégie et plan national de la biodiversité. Si vous n'en avez pas, vous élaborez. Si vous avez une ancienne stratégie, vous l'actualisez ou vous l'adaptez à la situation actuelle. Alors, vous devez intégrer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité dans les plans, les programmes et les politiques sectorielles et intersectorielles pertinents. De cela, nous allons voir les programmes qui existent maintenant. Les programmes qui existent, comment incorporer maintenant les aspects liés maintenant à l'utilisation de la biodiversité, la conservation dans ces plans-là. Alors, maintenant là, le SPAMBI répond à 3 questions. D'abord, comment? Ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. Les objectifs, comme nous l'avons dit, c'est lutter contre la perte de la biodiversité. Alors, quand est-ce que vous devez les faire? Il faut maintenant l'échéance et quels sont les acteurs qui sont impliqués dans la réalisation de ces différents objectifs. Donc, il y a 2 parties. La partie stratégique et la partie qui décrit maintenant les actions à réaliser pour arriver maintenant à atteindre les objectifs. Alors, ça, je pense que nous l'avons dit. Donc, le plan B actuel est élaboré d'abord sur base du plan stratégique, puisqu'il y a le plan stratégique qui a été élaboré, comme je l'ai dit, à Aichi, à Nagoya, en 2010, qui couvrait la période 2011 à 2020, qui vient d'être remplacé par les cadres mondiaux. Alors, maintenant là, quand il y a eu adoption de ces plans stratégiques au niveau national, nous avons également maintenant élaboré notre SPAMBI que nous avons actualisé à ce moment-là. Il y a eu d'autres réformes que nous avons citées là-bas, les codes, les mesures qui ont incorporé les questions liées à la conservation et à la biodiversité. Donc là, on avait déjà cité les codes forestiers, les codes agricoles, la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement, la loi sur la conservation de la nature. Et maintenant, là, comme il y avait eu ces réformes-là, il a fallu maintenant actualiser les premiers SPAMBI de 1990, ce qui fait que nous avons maintenant eu ces SPAMBI ici, les SPAMBI
qui couvre 2016 à 2020 que nous devons maintenant actualiser. Alors, maintenant, ici, ça c'est le contenu maintenant des SPAMBI actuels que nous devons actualiser. Il y a comme premier point le contexte général et approche méthodologique de la révision et de la mise à jour de la stratégie et plan d'action national de la biodiversité. Deuxième point, ça parle des valeurs de la biodiversité, des services rendus par les écosystèmes. Au niveau du troisième point, menaces sur la biodiversité, les facteurs, causes directes, sous-jacentes et profondes et conséquences de la perte de la biodiversité. Et au niveau des points 1-3, quels sont les cadres légaux et institutionnels de la gestion de la biodiversité qui existent? Et puis, quelles sont les leçons apprises maintenant de la stratégie et plan d'action de la biodiversité précédente? Donc ça, c'est ce qui a été vu. Alors, la vision de la stratégie là, c'est d'ici 2035, la biodiversité est gérée de façon durable par son intégration dans tous les secteurs nationaux pertinents, participe à l'essor du pays et tous les Congolais sont conscients de sa valeur et de sa contribution pour le bien-être. Ça, c'est la vision des SPAMBI que nous avons actuellement. Maintenant que nous devons la réviser, est-ce que nous devons toujours maintenir cette vision-là ou à l'actualiser aussi en fonction des réalités, en fonction de ce qui est prévu maintenant dans les cadres? Alors, quels sont les axes d'intervention prioritaires de notre SPAMBI là? Il y a d'abord l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs nationaux pertinents, réduction des pressions exercées sur les habitats naturels, la pêche durable, l'amélioration de la gestion des aires protégées existantes et extension de leurs réseaux, sauvegarde des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, promotion des paiements des services environnementaux et accès aux ressources génétiques et partage des avantages, restauration, biosécurité, promotion de la recherche taxonomique et acquisition des connaissances et accroissement des financements affectés à la biodiversité. Ça, ce sont des axes d'intervention prioritaires des SPAMBI actuels qui doivent être actualisés. Vous voyez vous-même qu'au niveau des axes prioritaires, là, il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués dans les cadres mondiaux, d'autres il faudrait prendre en compte quand il faut maintenant réviser. Alors maintenant aux objectifs. Alors, les objectifs nationaux qui sont liés à ces axes d'intervention prioritaire, vous avez comme premier objectif, d'ici à 2020, toutes les stratégies sectorielles pertinentes et plans de développement national intègrent les configurations de la biodiversité. Le rythme d'approvisionnement de tous les écosystèmes représentatifs du pays est réduit et des mesures appropriées sont prises pour éviter leur dégradation et ou fragmentation. Les stocks de poissons d'eau douce sont récoltés d'une manière durable en appliquant la réglementation y afférente. D'ici 2017, la gestion des aires protégées existantes est sensiblement améliorée. D'ici 2020, au moins 17% des territoires nationaux représentant les zones terrestres et les zones intérieures sont là que nous devons décrire et en alignement avec les cadres mondiaux. Donc nous devons examiner, aller maintenant objectif par objectif, voir est-ce que c'est vraiment en alignement avec les cadres mondiaux. Ça c'est la première composante. Deuxième composante, nous allons évaluer les systèmes de suivi, les systèmes de suivi de la biodiversité. Est-ce que nous avons en RDC un système de suivi vraiment qui convient, qui sont de suivi sur la biodiversité? Si nous avons cela, nous évaluons pour voir les lacunes, comment pouvoir l'améliorer. S'il n'y en a pas, nous devons à ce niveau-là mettre en place un plan de suivi. L'alignement maintenant avec les autres politiques, comme nous l'avons vu. Nous allons voir
le cadre tel qu'il est maintenant adopté, est-ce que c'est en alignement avec notre PNSD? C'est en alignement avec notre stratégie, notre PNFEM? C'est en alignement avec notre stratégie ou programme qui existe avec les institutions? Que faire pour pouvoir maintenant arriver à faire cet alignement? Et enfin, on peut déjà passer, hein? Enfin, bon, ça c'est ce que j'ai expliqué la première. Enfin, la dernière composante, c'est le financement. Nous devons avoir un plan de financement de la biodiversité. Je pense qu'on a soulevé le plan de financement ici. On va faire d'abord une cartographie des financements de la biodiversité qui existe. Qu'est-ce qui existe? Il y a toutes les études qui doivent se faire à ce niveau-là. Quelles sont les subventions néfastes qui existent? Comment financer notre biodiversité? Qu'est-ce qui manque? Donc ça, c'est au niveau de la quatrième composante. Ça, c'est un peu la description de la première composante. Donc, comme je l'ai dit, un examen rapide des SPAMBI effectué, déterminer sa cohérence avec les cadres mondiaux. Nous allons voir les objectifs nationaux, s'ils sont en alignement avec les cadres mondiaux. Sinon, on fait des recommandations pour pouvoir les aligner. Et puis, à la fin, on aura maintenant le SPAMBI révisé. Deuxième composante, comme je l'ai dit, on va voir si le système de suivi de la biodiversité existe. Il faut voir les lacunes, comment pouvoir l'améliorer. S'il n'y en a pas, il faut avoir un plan d'action de suivi, hein, des objectifs de la biodiversité. Donc tout ce qu'on aura là-bas, comment ça sera suivi? Est-ce que c'est à travers la direction des tickets de planification? Est-ce qu'il y a vraiment ce système de suivi est vraiment bien structuré, ou il faudrait proposer un autre? Alors, alignement avec les politiques, c'est ce que j'ai dit. Donc, voir maintenant si le cadre est en alignement avec les politiques, avec les autres programmes, et puis s'il n'y en a pas, il faut faire des recommandations pour pouvoir arriver à l'aligner. Enfin, la quatrième composante, donc ce que j'avais dit, nous allons faire une cartographie des financements qui existent. On va faire une cartographie des financements néfastes qui existent et faire des propositions. Au finish, nous devons avoir un plan de financement de la biodiversité. Alors, maintenant, là, on peut y aller. Maintenant, activités et approches que nous avons proposées pour pouvoir maintenant arriver à actualiser les SPAMBI. Nous avons déjà lancé les processus. L'atelier a eu lieu le 30 mars 2023. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place une task force, un comité multi-acteur des SPAMBI et 7e rapport national pour assurer maintenant la coordination de ces processus-là. Donc, ce comité-là doit impliquer l'administration, la société civile, les autres organisations, ainsi de suite, pour pouvoir maintenant coordonner les processus. Donc nous pensons que d'ici fin septembre, on aura déjà ce comité, puisqu'au niveau des secrétariats, on a déjà lancé des lettres pour que les institutions puissent désigner leurs acteurs. Après, il y aura une réunion de prise de contact et l'orientation. Il faut donner les orientations à ces comités-là. Quelles sont les approches méthodologiques à utiliser? Il y aura des réunions techniques de réflexion et d'orientation. Et puis, il y aura l'équipement des consultants nationaux pour des analyses de chaque composant. Nous avons 4 composants. Donc, nous aurons par composant un consultant. Et puis, un consultant principal qui va superviser les 4 consultants. Et ces consultants-là vont travailler avec un groupe pour pouvoir maintenant rendre leur travail. Alors, il y aura des réunions d'orientation, et puis il y aura maintenant des consultations au niveau provincial. D'abord au niveau de Kinshasa, au niveau des provinces, pour collecter maintenant les données. À ce moment-là, maintenant, les parties prenantes auront maintenant l'occasion de proposer leurs inputs, faire leurs propositions par rapport au nouveau cadre, bien sûr en l'alignant avec les cadres mondiaux.
Après ces consultations, il y aura maintenant validation des rapports des missions de consultation des provinces avec les données qui ont été récoltées. Et puis il y aura réalisation des activités prévues pour chacune des composantes et validation maintenant des travaux maintenant de ces différentes composantes. Et puis, à la fin, quand nous aurons déjà les résultats des 4 composantes, il y aura maintenant le recrutement d'un consultant maintenant international qui va pouvoir maintenant capitaliser ce que les autres composantes ont été faites pour pouvoir maintenant arriver à avoir un document que nous avons appelé le draft 0 de SPANDI actualisé avec toutes les annexes. Il y aura la validation technique de ces drafts 0 de SPANDI. Et puis, dès qu'on a validé ça, au niveau... Par rapport à la convention de Nagoya, au niveau de l'ICCN ou du PKB, on a la stratégie sur la biodiversité et par rapport à l'approche APA, il dit que les communautés locales ont droit à 40% des recettes touristiques ici des aires protégées. Mais au niveau du PKB, comme on a un problème de gestion par rapport à la direction générale, d'autant plus que 50% des recettes touristiques doivent rentrer à la direction générale et 50% doivent être gérés ici au niveau du site. Alors c'est pourquoi au niveau de la conservation communautaire, nous avons un pourcentage de 17% des recettes touristiques qui est remis aux communautés par rapport au projet de développement. Je crois que ça a été dit par l'intervenant, c'est que les objectifs d'Aïchi, c'est un cadre stratégique qui a été pris pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre la convention de, si je ne m'abuse pas, c'était de 2010 à 2020. Il y avait des assignations, ça a été dit ici, par exemple, il fallait conserver 17% du territoire et tout, et nous avons souscrit à cela. Et dans notre stratégie interne, il était question de pouvoir réviser le texte. C'est comme ça qu'en 2014, on avait une nouvelle loi. Et tout ça devrait être signalé dans les différents rapports. Et aujourd'hui, vous êtes au courant de tout ce qui se passe, c'est que nos aires protégées couvrent 13,5%. Tout cela est connu grâce au mécanisme d'évaluation et grâce à tout ce qui est repris dans le rapport national. Ça, c'est d'abord un aspect. Je reviens sur ce que l'intervenant avait évoqué par rapport aux mesures d'application de la loi relative à la conservation de la nature. Nous avons été confiés à pouvoir travailler sur cela, et c'était par rapport à l'article 52 de la loi qui institue l'autorité nationale APA. Donc, il est prévu à l'article 52, un décret devrait être pris pour, n'est-ce pas, fixer le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement de cette autorité-là, qui sera censée à pouvoir délivrer le permis et à réguler ce secteur. Et nous avons été appelés à élaborer un arrêté qui va devoir, n'est-ce pas, parler ou bien fixer les modalités d'organisation du CONAPA, c'est-à-dire Comité National APA. C'est un organe plénier et donc l'autorité nationale fera à chaque fois recours avant de pouvoir délivrer le permis et solliciter des avis, ou s'il y a de la réglementation par rapport à la question APA, on devra recourir à cet organe-là qui sera multi-acteur, composé de scientifiques, de membres de la société civile, ainsi que de l'administration. Voilà ce que je pouvais placer en termes de commentaires. Les objectifs d'Aïchi, je pense que Maître Olivier a déjà répondu. Donc,
c'est le cas, c'est un cadre international comme nous l'avons dit. Aichi, parce que ça a été adopté à Aichi. Aichi, c'est une des préfectures du Japon. Donc, ce cadre a été adopté là-bas. Et ce cadre avait une durée de 10 ans. Maintenant, il est remplacé par le cadre mondial de la biodiversité depuis son adoption. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le règlement des différends. Je pense que la convention, comme je l'ai dit, c'est un traité, un accord multilatéral. Il a tout prévu. Donc, quand vous allez, je ne sais pas si vous avez vous consultez la convention, vous allez voir qu'en son article 27, c'est bien prévu, règlement des différends. Évidemment, la convention privilégie d'abord la voie de négociation. En cas de différend, la convention recommande d'abord la négociation entre parties. Au cas où il ne trouve pas solution, il peut faire appel à ce qu'on appelle les bons offices ou la médiation pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc si je peux vous le dire, en cas de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une partie tierce. C'est ce que la convention a prévu. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je pense qu'il y a. Je répondais à votre question. Il y avait une autre question? Relative parmi les outils qui ont été cités par Niki sur le plan stratégique, sur le plan d'action ainsi que le rapport, souligner également l'importance de l'organe. Quelqu'un a posé la question sur les rapports. Comment on arrive à les faire et comment on évalue. C'est vrai que l'évaluation ici, comme il a dit, ce n'est pas en termes classiques comme nous le faisons dans les projets. Vous avez un projet, il y a un évaluateur indépendant ou l'auto-évaluation pour évaluer. C'est un peu une combinaison d'un rendu de ce que vous avez fait. Et comme il a dit, vous expliquez s'il y avait des objectifs à terme, pourquoi vous n'avez pas fait ça dans ces mêmes rapports-là. Vous voyez? Mais il y a un organe important que Niki va revenir dans la suite. Bon, chez nous, au niveau du pays, c'est un peu en construction. Je vais parler de l'UPMS. Et où au niveau national, nous avons appelé ça BIOS, ici Biodiversité, Services écosystémiques. C'est un organe multi-acteurs où on trouve pratiquement toutes les catégories d'acteurs en termes de chercheurs, scientifiques, administration, société civile, secteur privé. Et bien qu'on n'a pas encore atteint les niveaux souhaités, mais normalement, c'est un organe qui devait aussi participer et qui doit participer dans l'élaboration des rapports pour fournir des éléments plus probants, scientifiques, comme on le fait déjà au niveau international, où on publie ce genre de rapports avec les données collectées sur le terrain, par les consultations sur le terrain. Et chez nous, on avait déjà commencé. On a fait presque. Il y avait même un texte qui était prévu pour qu'on puisse organiser cela avec d'autres ministères. On a fait quand même, avec les chercheurs, même les traduits praticiens, dans ce groupe-là, pour arriver à faciliter la collecte de données, mais aussi à participer dans l'élaboration des différents rapports. Et REPANEF et la CEDAC font partie de ces comités-là. Merci beaucoup pour cette première séance. En attendant que les chefs de division prennent son petit déj, il faut toujours établir un lien entre ce qu'il a. Il est déjà, comment 10h25. On peut aller d'abord prendre le petit déjeuner
Bon, est-ce qu'on peut manger comme font les Américains? Vous prenez, vous vous servez, et dans l'entretemps, on évolue. Qu'est-ce que vous pensez? On peut adopter, voilà, si tel est le cas, le petit déjeuner pour nos délégués qui sont venus de l'autre côté, pour que nous ne puissions pas donner l'impression que tout ce que nous faisons ici, c'est uniquement pour les intellectuels. Pourtant, les communautés aussi ont besoin de comprendre, si vous voulez, ces différentes questions. Je ne sais pas, est-ce que papa est modérateur principal? Je sais que vous êtes hyper occupé. Est-ce que dans 2 à 3 minutes, vous pouvez résumer en Swahili ce que le chef de division vient de dire, avant que vous ne puissiez partir? Pendant la pause dans le couloir, on peut aussi vous fournir des éléments, parce que si les autorités sont là, on ne peut pas mettre sur la place publique certaines stratégies. Ok, alors, monsieur le... Est-ce qu'on ne peut pas avancer? Hein? Parce que nous allons ouvrir un moment de questions, des commentaires comme ça. Vous pouvez... Merci. Alors, est-ce qu'on peut déjà... Oui, en attendant qu'on puisse passer à cause... Oui. Vous pouvez déjà donner le résumé de la première présentation, parce que la journée d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de présentations, et on va voir avec les autres acteurs qui sont ici comment aussi vous donner le temps de vous reposer, et tout en intervenant avec par rapport à la délégation qui est venue de Kinshasa et les amis qui sont venus de Goma, ainsi que tous les délégués qui sont ici. Nous vous remercions et nous pensons que vous allez, comme vous l'avez promis, nous accompagner jusqu'à la concrétisation de la vision que nous portons. Merci, et vous transmettrez aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, nos vives salutations et félicitations pour le travail qu'il est en train d'abattre. Merci, en tout cas, merci. Bon après-midi à tous. Nous disons merci à tout le monde et merci aux organisateurs pour cet atelier pour moi. Et au nom des participants, même si on n'a pas fait une réunion, mais tout ce que je vais dire ici, ça vous concerne déjà. Je pense. Bon, tout a été vraiment généralement bon. Et les exposés, on n'a pas vraiment vu de longs exposés qui nous compliquent la compréhension. Les matières étaient vraiment dosées. Il n'y a pas vraiment eu trop de français, surtout qu'ils ont adopté la technique d'échange. Parce que les ateliers qui réussissent, ils sont celles qui utilisent plus les échanges que les profs devant les élèves ou les étudiants. Ça, nous apprécions parce qu'on était libre de parler. Et vraiment, les formateurs, ils n'étaient pas imposants, ils n'étaient pas vraiment des enseignants devant les élèves. Il y avait aussi une tolérance, j'ai remarqué dans l'atelier. Et même si on posait des questions par moment, on pose la question que l'autre collègue a déjà posée, mais on sentait vraiment la tempérance des intervenants. Ils répondaient toujours, pendant qu'il y a d'autres qui vous disent « je ne réponds plus à ça, il y a déjà tel qui a répondu, qui a posé cette question ». Mais ils étaient vraiment tempérés, ils étaient tout. Et j'ai vu aussi que les genres étaient respectés. Papa Neki a vraiment tenu compte des aspects genre, parce que dans ses interventions, quand nous on martelait sur la question du genre, je les voyais prendre des notes. Et c'est ce que nous allons seulement vous recommander, de vraiment le faire et de tenir compte vraiment réellement de ça. Parce qu'en matière de gestion des ressources naturelles, la femme a vraiment quelque chose à faire et elle fait. Ce n'est pas comme les droits au travail, les droits de l'homme en général, où on nous parle. En matière de ressources naturelles, nous ne voulons pas qu'on nous donne, mais nous voulons qu'on nous laisse prouver de quoi nous sommes capables, parce que nous avons toujours à faire pour ce qui est ressources naturelles. Là, en tout cas, nous revendiquons moins la parité,
pour ce qui est gestion des ressources naturelles, parce que nous sommes les meilleures conservatrices et gestionnaires des ressources naturelles. Cependant, nous sommes aussi destructrices, parce que c'est nous qui manipulons les ressources naturelles au quotidien. Donc, nous ne sommes pas seulement actrices, mais nous sommes aussi destructrices de l'environnement. Par rapport à la participation au COP, les COP c'est bon, mais souvent nous remarquons qu'il y a toujours Kinshasa qui part. On ne sait pas si en province il n'y a pas de compétences. Comme vous venez ici, essayez de commencer à évaluer les niveaux des participants au niveau des provinces, les contributions des organisations de la société civile et de nos gouvernements aussi provinciaux. Et nous saluons leurs efforts en passant, même si tout ne réussit pas, mais quand même nous sommes ensemble avec notre gouvernement et l'administration forestière aussi. Vous nous accompagnez, non? Nous sommes ensemble. Pour ce qui est à Pâques, nous demandons au point focal d'ici de nous aider. Vous avez senti dans l'auditoire ici, les gens ne maîtrisent pas ça. Nous demandons vraiment au point focal de commencer à organiser peut-être une réunion ou de passer des messages ou de nous parler un peu de ça dans les groupes pour que nous ayons un même langage, pour que nous puissions comprendre, parce que c'est nous qui allons communiquer ça aux communautés. Si moi je ne maîtrise pas, certainement celui auprès de qui je vais donner le message ne va pas comprendre. Pour le reste, nous disons vraiment merci à nos invités et merci à tous les participants. Vous avez été génial, non seulement le présentateur, mais aussi le participant. Vous avez été trop actif par rapport à ces différentes questions. Ceci étant, nous attendons l'autorité qui est en route. Il va arriver l'un à l'autre pour clôturer nos assises. Mais dans l'entretemps, nous aimerions prendre à chaud les impressions de participants. C'est-à-dire une personne des participants qui peut donner ses impressions, mais aussi peut-être l'administration, les différents services qui sont ici, pour que nous puissions mettre fin à nos travaux avant, si vous voulez, d'annoncer les prochaines étapes. Ainsi dit, je demande aux participants de se choisir, je ne sais pas si ce sera une dame ou un homme, je ne sais pas moi, mais pour raison d'équilibre, on peut rapidement prendre une dame et un homme, ça c'est pour les participants, et l'administration qui nous reçoit, l'administration de la CHOP, va aussi, si vous voulez, nous aider à voir comme... Ah, non, d'ici qui vous. Bon, comprenez que nous venons récemment de là, d'ici qui vous. Mais attention, Tchofo est dans l'est de la RDC. C'est ça pour l'est. C'est comme ça qu'on peut de temps en temps. Alors, pour les participants, une dame, vous allez choisir qui? Mais il y a quand même une dame qui a beaucoup intervenu. Bon, on ne veut pas, si vous voulez, ce n'est pas de la dictature en fait. Mais... Donc ici, madame, c'est seulement donner vos impressions en rapport avec cet atelier de 2 jours. Comme ça nous permet d'avoir une idée sur ce qui a été fait, quoi. C'est question aussi d'évaluer les présentations qui ont été faites pour que nous puissions les améliorer dans les jours à venir. Par rapport à la délégation qui est venue de Kinshasa et les amis qui sont venus de Goma, ainsi que tous les délégués qui sont ici, nous vous remercions et nous pensons que vous allez, comme vous l'avez promis, nous accompagner jusqu'à la concrétisation de la vision que nous portons. Merci et vous transmettrez aussi à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, nos vives salutations et félicitations pour le travail qu'il est en train d'abattre. Merci, en tout cas, merci.